Salut tout le monde, bienvenue dans Face à Rajou, on y va direct. L'invité c'est Yannick Deslandes, je t'applaudis Yannick, bravo. Merci beaucoup. Bravo pour le fait d'être venu ici, hein, Merci de l'invitation. Au-delà les murs. C'est le livre, parce que toi tu as fait 22 ans de prison. Donc tu viens parler de prison aujourd'hui hein, dans Face à Rajou, comment ça se passe. 22 ans de prison et la lumière. Un jour tu en sors et tu arrives sur le plateau de Face à Rajou. Donc toi on va le dire rapidement, tu étais narcotrafic. Ouais. Donc c'était il y a quelques temps maintenant quand même. Hein, du coup. Ça fait 6 ans passés que je suis sorti. Ça fait 6 ans que t'es sorti. Donc là, ouais, depuis 6 ans, rien du tout. Ah oui, bien avant déjà, oui. Donc t'es sorti depuis 6 ans. Je suis sorti il y a 6 ans, mais ça fait bien longtemps que, évidemment, que je ne fais plus rien. Ouais, non, mais je veux dire, là, t'as pas retourné en prison depuis 6 ans, en fait. Hein. J'y suis retourné. Ah oui, t'y es retourné. J'y suis retourné la semaine dernière, d'ailleurs, pour faire des témoignages, pour faire de la prévention auprès des plus jeunes. Oui, mais parce par que la grande porte. Mais oui, mais non, parce que maintenant on va en parler, c'est ce que tu fais aussi, ça tu fais une association Murmure. Bon, on en parle maintenant d'ailleurs, que tu as créé avec ta compagne, je crois. Avec mon épouse, on a créé une association pour faire de la prévention de la délinquance et de la récidive. Et en fait, on a reconstitué une cellule de prison dans une remorque fourgon. Ouais. Et avec, on va vraiment dans toute la France, dans les quartiers prioritaires, dans les cités, devant les collèges, devant les chefs d'entreprise, auprès des victimes, pour vraiment parler de la réalité carcérale. Alors c'est quoi en fait quand tu dis on a reconstitué une cellule? C'est comment ça? Si tu pouvais nous la décrire en fait pour qu'on s'imagine donc un peu. En fait, on a acheté une remorque fourgon qui fait 9 mètres carrés. Et à l'intérieur, on a mis tout ce qu'il y a dans une cellule de maison d'arrêt, c'est-à-dire les lits superposés, le toilette, le lavabo, la table, le petit placard de rangement. J'ai mis tous les ustensiles qu'on trouve traditionnellement dans une cellule, c'est-à-dire une télé, un frigo, une plaque chauffante, une bouilloire. Et aussi tout le manque d'hygiène, tous ces murs qui sont salis, les graffitis qu'il peut y avoir que tous les passages de détenus laissent, et ce manque d'intimité, cette promiscuité, vraiment pour montrer aux jeunes que la prison, non, c'est pas le Club Med en fait. Quand tu es en prison, il faut que tu ailles faire tes besoins devant quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu n'as pas choisi. Ah, les toilettes, c'est forcément dans une cellule Ils sont dans la cellule, bien sûr, la cellule est fermée, enfin les toilettes sont toujours dans la cellule, dans toutes les prisons, en France en tout cas. Le toilette est dans la cellule. Ah oui. Alors il y en a aujourd'hui. Mais il y a un petit muret ou non? Alors, oui et non. En fait, il y a les cellules, les prisons les plus modernes. Maintenant, c'est isolé, comme un toilette avec une porte. Dans les anciennes maisons d'arrêt, souvent, il y a juste un drap qu'on met pour se cacher, mais ça n'enlève pas les odeurs, ça n'enlève pas les bruits. Il y a des prisons, par exemple, quand j'étais à la santé, on avait un muret d'un mètre 20 à peu près. Quand on était assis sur les toilettes, on pouvait parler avec le mec qui était sur le lit du milieu, celui qui était sur le lit du haut. Quoi. Enfin, voilà dans quelles conditions il fallait faire ses besoins. Ah ouais, si on est pudique là-dessus, tu l'es plus quoi, d'un coup. Quoi. Ou alors tu le deviens encore plus. C'est-à-dire quand tu sors, tu ne veux plus partager ton intimité. Enfin, moi, à part chez moi, je suis incapable d'aller dans les toilettes ailleurs que chez moi. Quoi. Ah oui, ouais. Donc, mais ça, il y en a beaucoup, il n'y a pas besoin d'aller en prison, mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas aller faire leurs besoins en dehors que chez eux. Ouais. C'est compliqué, hein, si vous nous regardez, peut-être vous sentez concerné par ça. Après, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un vrai truc ça. Hein. Mais le manque d'intimité dans les cellules. Ouais, le manque d'intimité, cette promiscuité, quand il y a un matelas par terre que vous voulez vous lever la nuit, par exemple, pour manger un truc, vous n'êtes pas tout seul. Quoi. On est quoi? On est 3 ou 4, c'est ça? Des fois 2? Parfois 2, parfois 3. Les plus grandes cellules que j'ai connues ont été 8 dans la même cellule. Ah ouais. Donc 2 fois 3 lits et 2 matelas au sol. Donc autant dire 8, le matin pour aller aux toilettes avant la promenade, c'était un peu la course quand même. Alors c'est vrai pourquoi on dit que les gens... Alors ça c'est la cellule que tu reconstitues, hein, on rappelle. Hein. Ouais. Donc tu reconstitues donc avec plusieurs et tu te mets dedans en fait, tu demandes aux jeunes de venir dedans aussi pour... En fait je les invite à rentrer dedans tout seuls et de rester quelques minutes dedans en s'imaginant simplement qu'ils vont y rester 15 jours. En sachant que il y a déjà un lit de fait, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui va arriver, qui est déjà dans cette cellule. Ouais, on ne l'a pas choisi, on ne sait pas son âge, on ne sait pas pourquoi il est là. Donc comment tu vas faire pour cohabiter avec quelqu'un, pour faire tes besoins et pour vivre tout simplement. Et on a mis le bruit de la prison. On a souvent un visuel, mais on a rarement le bruit. Le bruit des portes, des grilles, des mecs qui gueulent aux fenêtres, dans les coursives, des chariots. Les bruits de clés dans les couloirs. C'est ça. Quand on me le décrit si bien, tu as dû entendre cette chanson, sortie en 1997 de Passy, Le maton me guette. Exactement. Les menottes, les notes, la machine à taper. Mais c'est vrai que tu as raison, on a souvent du visuel de la prison. Mais le bruit, c'est ce qu'il y a de plus important, je crois. Dans la vie, en règle générale, c'est le bruit, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est tout ça, c'est ça qui crée la sensation. Ouais. Donc, ça doit être sale, hein, ce que tu disais en même temps. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire, par exemple, l'autre fois, j'ai un gamin qui rentre dedans,
Il regarde, mais il me dit, je croyais que tu avais tout le confort quand tu arrives dans la cellule. Ouais, je dis sur les réseaux seulement. Mais sauf que sur les réseaux, ce qu'on voit, c'est des cellules, déjà, il n'y a qu'un lit, donc on n'est pas en maison d'arrêt, on est au minimum en centre de détention ou alors en centrale. Oui, mais on a quand même vu des choses. Ouais. Je veux dire, des chambres, des belles chambres quand même, de certaines personnes, présidents de la santé, des anciens ministres ou quoi, qui étaient quand même pas mal. C'est 10 cas sur. Non, mais c'est pas normal qu'il soit. On est d'accord, bien sûr que c'est pas normal. Et comment a été logé Nicolas Sarkozy, du coup, qui a fait de la prison il y a pas longtemps? Ouais. Est-ce qu'il a été dans une cellule comme tu décris? Alors, évidemment que non. Bon, déjà, il était seul en cellule. Ouais. Ce qui est certain. Lui, apparemment, il était vraiment en danger. Du coup, tout le monde voulait le tuer là-bas. Non, ça, c'est des conneries. Ah ouais? La réalité, c'est que déjà, il est dans un quartier complètement séparé du reste de la population pénale, avec aucun contact de possible. Donc, que les mecs, ils gueulent son nom à la fenêtre. On a tellement fait pub à la télé, donc tout le monde sait qu'il est là, tout le monde sait qu'on l'entend. Ah, ils l'ont pas vu, quoi. Mais c'est impossible de le voir. De toute façon, c'est pas les mêmes parloirs. Tout est bloqué, en fait. Quand lui va aller au parloir, il n'y a aucun moyen de rencontrer qui que ce soit. N'importe qui est à l'isolement, de toute façon, il ne croisera personne. Mais par contre, il y avait l'influenceuse Nabila qui avait fait elle de la prison aussi. Suite à son coup. Elle n'est pas restée très longtemps, mais elle a dit qu'elle était avec les autres détenus. Quoi. Voilà, elle n'était pas en quartier VIP, elle était vraiment mélangée avec la population pénale normale. Apparemment, ouais. Et visiblement, ça s'est pas. Enfin, si, elle n'a pas aimé, comme n'importe qui, mais bon, elle n'a pas eu de violence plus que ça. D'après ce qu'on avait. Ouais, après, elle n'avait pas forcément d'ennemis en prison. Après, non, après, c'est ça. Puis, après, je sais, voilà, je vais pas m'engager parce que je sais. Bon, là, ça se serait su s'il y avait vraiment des choses, voilà, tout le monde le saurait. Mais ouais, donc Nicolas Sarkozy, lui, a été vraiment. Parce que c'est vrai qu'on a entendu, mais on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé. Quoi. Ça a été un peu. On ne disait pas trop. Après, il a été privilégié dans le sens. Déjà, il a eu ses parloirs dès le premier jour. C'est sûr qu'il n'a jamais été fouillé. Est-ce que c'est normal qu'il soit privilégié ou pas quand on a été président de la République? Non, pourquoi ce serait normal? Il a été président. Quand on est président de la République, on ne commet pas des délits. Et il n'a pas une condamnation, il n'en a pas deux. Donc il aurait mérité d'être dans une chambre comme tu décrivais là. C'est ça qu'il aurait. Sur le principe, oui, moi je serais d'accord avec toi. Même si on peut aimer Nicolas Sarkozy ou pas l'aimer, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vas en prison, et comme tu dis, effectivement, ça ne doit pas être le Club Med. Effectivement, si vous êtes là, c'est qu'on ne condamne pas là, on n'est pas là pour faire des procès, quoi que ce soit. Mais si vous êtes en prison, vous êtes en prison. Quoi. Sinon, vous êtes en liberté et tout ça. Quoi. Et j'ai connu des personnes politiques qui étaient mélangées. J'en ai connu quand même à l'époque. Alors si je parle de 2 secondes de mon cas personnel, j'ai pas fait de prise, j'ai pas été condamné, j'ai peut-être fait de la garde à vue quand j'étais. Bon alors c'est pas drôle, je raconterai pas les raisons, mais j'ai fait ça quand j'étais même plus jeune. Mais je suis resté peut-être 1 heure ou 2, c'était en Angleterre, dans une, voilà, comme tu dis, c'était par contre t'es tout seul, mais t'as une toilette comme ça, t'as une chiotte, une banquette. Je me suis dit voilà, c'est bon, je suis vacciné quoi. Bon c'était vraiment un truc pas trop grave. Mais j'ai juste fait ça. Mais bon, rien que de voir ça, tu te dis, t'as pas envie d'aller plus loin, quoi. T'as pas envie d'accéder à l'étape 2, quoi. C'est clair. Mais du coup, alors toi, donc ça se passe comme ça. Toi, tu viens de Paris, c'est ça? Ouais, j'ai grandi dans le quartier de Barbès, dans le 18e arrondissement. Ouais, du côté de Barbès. Et puis, t'as commencé. Après, c'était d'abord 6 ans de foyer, violence familiale, 6 ans de foyer. Violence familiale, c'est-à-dire, en fait J'avais mon père qui avait 2 défauts. Il était alcoolique et très violent. Et te tapait alors? Je prenais des coups de ceinture, je suis passé plusieurs fois par la fenêtre, j'ai une cicatrice là, j'en ai une autre là. Il te jetait par la fenêtre? Ouais, une autre fois c'était un coup de couteau que j'ai pris ici, c'était mon beau-père, c'était pas mon père, j'ai toujours une cicatrice. Et il est en prison aujourd'hui? Mon père est mort, non. La personne dont tu parles, c'était... Ouais, il est décédé, mon père est décédé. Donc c'est ton beau-père ou ton... Là, les fenêtres, tout ça, c'était mon père, et mon beau-père, c'était pareil, il était alcoolique et violent aussi, puis lui, il m'a mis un coup de couteau ici une fois. Et il est décédé. Mais t'aurais pu mourir là, normalement, on n'est pas égorgé qu'on a ça? Non, en fait, c'est moi je pensais qu'il allait me mettre une gifle, j'ai reculé la tête, il m'a juste éraflé. Et en fait, quand je suis reparti, ma mère était là, elle m'a dit, mais t'as du sang. Puis en fait, c'est comme ça qu'on a su, il avait un couteau dans la main, que j'ai pas vu. Mais en fait, horrible. Heureusement que j'ai reculé la tête, sinon oui, je serais plus là. En fait, ça faisait 10 cm de long, on la voit toujours. Mais elle n'était pas profonde, elle faisait 2 mm de profondeur. Ah, mais c'est même horrible, quoi. Et il est en prison? Il est décédé. Aussi? Ouais, j'avais 15 ans à l'époque, c'est vieux. Oui, mais quand même, je veux dire, oui, donc tu as été en foyer et c'est là que tu n'as pas fait les bonnes rencontres. foyers, c'était les premières conneries, 16 ans, la première prison. Au début, c'était des cambriolages, vol de voiture. Ouais. Puis tout doucement, en prison, on rencontre du monde, puis on apprend plein de choses. Puis là, je suis rentré dans le trafic de stupéfiants. Au début, le petit trafic. Tu vas d'abord en prison et c'est là que tu rencontres... tu vas au début, Pourquoi tu es en prison la première fois? Cambriolage. De là, je rencontre des mecs, t'es là pourquoi? Vol de voiture, tu fais comment? Donc voilà, je sors de prison, je commence à voler des voitures. Je rencontre une équipe de braqueurs, je leur vole des voitures que je leur vends pour leur braquage.
Évidemment, je retourne en prison. Là, je rencontre des gars qui sont là pour du trafic de stupes. Donc, j'apprends le trafic de stupes. Je sors, je deviens petit trafiquant. Je retourne en prison. Et là, je rencontre un mec qui fait du trafic international de stupéfiants. Et là, le courant, il passe. Donc, on reste en contact. Il me fait des contacts. Et tu restes combien de temps la première fois en prison? La première fois, 8 jours. Ah oui, c'est ça. Ouais. Juste le temps de ne plus avoir peur de la prison et de commencer à apprendre des petites choses. Puis après, ça va rapidement crescendo. Hein, juste le temps de ne plus avoir peur de la prison? De ne plus avoir peur, parce qu'avant d'y aller, il y a toujours une appréhension. On se dit, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et là, il y a toujours la peur de l'inconnu. Mais moi, une fois que j'y vais, en fait, en 8 jours, je n'ai pas le temps de me rendre compte de ce que la prison peut faire sur nous, sur la longue durée. En revanche, j'ai l'impression que c'est juste comme un foyer, puisque j'en ai déjà fait 6 ans de foyer. Ouais, donc c'est pas le Club Med, mais c'est un foyer, quoi. À part que la porte est fermée, mais la différence avec les foyers que j'ai faits, c'est que je prenais pas de coups. Moi, dans les foyers que j'ai faits à l'époque, j'ai pris énormément de coups. Donc là, pour moi, c'est un foyer comme un autre, en fait. Ouais, je suis enfermé, voilà. Mais en 8 jours, on ne prend pas du tout conscience du lieu. Donc là, tu ressors, et là, c'est là que tu fais des... Mais c'est pendant ces 8 jours que tu fais des rencontres pour les narcotrafics. Ouais. Progressivement, je fais des rencontres pour le narcotrafic, et ensuite, vraiment pour le grand narcotrafic international. Puis, là, et tout ça, ça se passe en prison? Mais la plupart de mes rencontres se font en prison. Donc pendant les 8 jours, mais après, tu y retournes, tu sors, mais tu y retournes... Ouais. Tu y retournes et tu y restes combien de temps là? Donc, 6 mois, 1 an. Ah oui, voilà, c'est ça. Et après, les peines. Donc c'est sur les 6 mois et les 1 an où tu rencontres des gens et après tu fais. Et après, donc ta dernière peine, c'est 22 ans alors. Ma dernière peine, j'étais condamné à 17 ans. Ah oui, donc sur lesquels j'ai fait. Les 22 ans, c'est quand tu accumules tout. Ouais. C'est le cumul de tout, oui. Ah oui, donc toi, tu as donc été vraiment. Tu as passé la plupart de ta vie en prison, finalement. Ouais. Après, à mon goût, le plus important quand même, c'est que ces 22 années, alors autant elles m'ont apporté des mauvaises rencontres, ce qui m'a fait connaître cette escalade, mais j'ai aussi fait plein de belles rencontres. J'ai appris à lire, à écrire en prison. J'ai passé tous mes diplômes en prison, ce qui m'a permis d'écrire mon livre aujourd'hui. Tu sais que tu aurais pu les passer à l'extérieur aussi? Peut-être pas. Ouais. Les rencontres, voilà, il suffit si on fait les bonnes rencontres à l'extérieur, on prend un autre chemin, et puis si on les fait pas, on prend pas un autre chemin. Non, mais c'est bien qu'aujourd'hui, tu ailles justement sensibiliser les jeunes pour leur dire clairement, le faites pas, quoi. Parce qu'il y a peut-être des gens qui diraient on a fait de la prison, c'est bien de l'avoir fait, ça nous a forgé. Bon, effectivement, c'est ce que tu dis aussi, mais tu es aussi là à dire que c'est pas bien, quoi. Dans tous les cas, la prison, elle laisse personne indifférent. Bien sûr. Il y a toujours des séquelles qu'on emmène avec nous. Et au-delà de ça, de toute façon, ce que j'explique souvent aux gamins, c'est que la délinquance, il y a que 3 issues à ça. C'est pas la richesse, c'est pas la notoriété, c'est la folie, la prison ou la mort. Il n'y en a pas d'autre. Donc on croit que ça va nous apporter des choses, sauf que en fait, quand tu regardes derrière, quand tu vois toutes les années d'enfermement, toutes les années de vie que tu as perdues dans l'enfermement, fais le calcul, en fait, ça en vaut évidemment pas la peine. Souvent, on me dit, ouais, mais les narcotrafics, tu gagnes beaucoup d'argent. Fais un calcul. Hein. En général, tu restes quoi, 2 ans dehors avant d'être arrêté? Regarde ce que tu peux gagner en 2 ans, cumule les années que tu as passées en prison, regarde combien tu as gagné de l'heure. En prenant tout ça en compte, tu gagnes moins qu'un SMICAR. Donc la réalité, elle est là. Et voilà, puis sans oublier quand même que les stupéfiants, ça fait énormément de dégâts. Ça détruit des familles, les consommateurs, leurs propres familles, les personnes dans les règlements de compte, des familles encore. Et de toute façon, ça mène nulle part. Puis je pense que n'importe quel gamin mérite de vivre autre chose que de vivre ça. Donc c'est facile d'appâter un gamin pour le faire rentrer dedans. Moi, ce que j'essaye, c'est de leur parler de la réalité pour leur éviter justement de prendre cette même trajectoire. Oui, donc ça reste voilà, une belle sensibilisation. Comment dire, comment on pourrait décrire ça? Ouais, une éveil en fait à ça. C'est ça. Une éveil, ouais, c'est ça, parce que c'est important que tu ailles témoigner pour leur dire justement comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est ce que tu parles. Hein. Au-delà les murs, c'est que toi tu disais, t'avais beau être entre les murs, t'arrivais comme à t'évader, quoi. Ouais. Tout en restant dans la prison, tu t'évadais. Et ça, c'est légal, hein, on peut le dire. Hein. C'est complètement. Tu n'auras pas de problème avec la justice pour ça, parce que c'est à travers, justement. Alors, par contre, on peut lire, tu avais un téléphone. Ça, normalement, Bien ça, on sûr, n'a pas le droit. Toujours eu, ouais. C'est interdit, mais j'en ai toujours eu. Voilà. Mais même après, par la lecture aussi, j'imagine, tu arrivais à t'évader. En fait, je me suis évadé de plein de façons. Ouais. Déjà par le sport, sport, par l'écriture, par les cours par correspondance, par la lecture. Je m'évadais, oui, parce que le soir, moi, quand j'étais au téléphone, j'étais à l'extérieur. Donc, je pouvais sortir ma tête de la prison. Mais aussi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas trop de séquelles de toutes ces années. Je pense que j'aurais pas eu les téléphones, j'aurais vraiment vécu l'enfermement du matin au soir et du soir au matin. Je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, très clairement, quoi. Donc, et tu as toujours été en couple, alors ça, c'est fou, ça, quand tu étais en prison.
J'ai eu cette chance En fait, j'ai toujours voulu que la vie elle continue malgré l'incarcération. Mais ta compagne à l'extérieur, ça la dérangeait pas d'attendre tout le temps. Donc là, il fait quoi? Bah non, c'est pas maintenant. Ouais. J'ai connu plusieurs séparations, plusieurs mariages, plusieurs divorces aussi. Ah, tu t'es marié en prison? Oui, je me suis marié 2 fois en prison. Alors comment on fait ça? Vas-y. Très légalement, en fait, on écrit au greffe en disant voilà, je voudrais me marier. Oui, c'est vrai que c'est possible. Ils contactent la mairie, ils nous demandent des documents. C'était Béatrice Dalle, je crois, qui s'était mariée avec un prisonnier aussi. Exact. Ouais, tout à fait. C'est pas toi? Non. Du coup. Ça aurait pu. Hein, ah oui, bah oui. On n'était pas dans les mêmes prisons. Non. Ah oui, tu vois qui c'est? Ouais, bien sûr, c'était à Nantes. Ah oui. Ah bah oui, t'es bien renseigné que moi. Ouais. Mais du coup, j'ai eu la chance de pouvoir toujours établir une connexion avec. Ah mais quand le mariage, c'est-à-dire vous passez devant le maire quand même, ou il vient en prison? Ouais, en fait, le maire ou son adjoint vient en prison, il y a une cérémonie qui se fait, donc il a le bouquin de la mairie. Mais après, il n'y a pas de fête à la salle des fêtes du coin. Non. Non, mais par contre, tu as le droit de le fêter peut-être. Alors maintenant, ce qui existe dans les prisons, c'est ce qu'on appelle l'unité de vie familiale. En fait, c'est des petits appartements au sein des prisons qui peuvent permettre aux couples, aux familles avec les enfants de se retrouver entre 6 heures et 72 heures au maximum. En général, c'est tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et quand il y a des mariages comme ça, c'est l'occasion aussi de bénéficier d'un UVF pendant 24 heures. Donc ça permet quand même d'avoir 24 heures avec son épouse. Ouais, donc pour ton c'est pas du luxe, mais c'est aussi des Après, ça prend du temps, je pense que tout le monde l'a pas, ça. Non, tout le monde l'a pas, tout le monde ne se marie pas en prison non plus. Mais voilà, ça permet de renouer les liens aussi avec une réalité qui peut permettre de préparer à la réinsertion aussi. Ouais, bien sûr. Et alors, tu disais, normalement, le téléphone, c'est interdit. Par contre, c'est vrai qu'on voit beaucoup. Alors toi, des influenceurs, pas des influenceurs, des gens qui sont dans les prisons, qui sont en contact, ont droit de... Même des fois, on a pu faire même des interviews, des gens qui sont dans les cellules. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu de plus en plus toléré, ça va dépendre, mais... En fait, tout comme le cannabis à l'époque, c'est des choses qui ont été plus que tolérées, tout simplement pour acheter une paix sociale. Parce que quand les mecs ils fument leur shit ou quand les mecs sont au téléphone en cellule, ils font pas chier l'administration pénitentiaire. Ouais. Et ça calme les gens. Si vous enlevez tout ça, que la personne est toujours oppressée, il va péter les plombs beaucoup plus facilement. Donc c'est des choses, il y a eu un laisser-faire, très clairement. Mais après, ce qui explique aussi tous ces téléphones, parce que souvent les gens ils disent ouais, c'est pas normal, c'est du luxe et tout ça. Pour appeler d'une cabine téléphonique, pour avoir un forfait, pour appeler ne serait-ce que 20 minutes par jour sur un portable, c'est 120 € par mois. Donc un détenu, il les gagne déjà pas. Donc comment on peut imposer une somme comme ça? Cabine téléphonique, ça existe toujours ça? Oui, ça existe toujours, bien sûr. Dans les prisons, parce que dans la vie, ça existe plus. Non, en prison, je parlais. Ouais. Je parlais en prison. Sauf que c'est tellement hors de prix que les détenus préfèrent prendre le risque de prendre un téléphone illégal. C'est pas du loisir. Hein. Avoir un téléphone, ça veut dire être tout le temps en stress. Tu peux te le faire prendre à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, tu peux être coupé du monde extérieur. Se faire prendre avec un téléphone, c'est du mitard, c'est des remises de peine en moins. Donc on Alors le mitard, on explique, hein, c'est une isolation. C'est un quartier disciplinaire, c'est se retrouver dans une cellule totalement vide, sans rien, complètement coupé du reste de la population pénale pendant un nombre de jours défini par la sanction. Et tu y as déjà été? Plusieurs fois. Plusieurs fois, ouais. Malheureusement. Oui, mais là c'est... quand c'est quelques jours, bon ça va encore, c'est vraiment le système punition, mais si tu y restes tout le temps, tu peux pas t'en sortir après, je veux dire... Tu peux pas t'en sortir, mais il faut savoir aussi que c'est un vrai moment de détresse, le mitard, parce que quand vous allez au mitard, en fait, vous êtes coupé de tout, vous n'avez plus aucune échappatoire, en fait, vous êtes confronté à votre propre histoire. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Une fois, j'ai pris 30 jours de mitard, je me retrouve au mitard, Pourquoi? Et à un moment donné, j'ai tout qui remonte à la surface. Ça fait quelques jours que Pourquoi tu prends 30 jours de mitard? Une dispute avec un surveillant qui a été dans la provocation, je lui ai craché au visage, ce qu'on fait évidemment pas, même dans la vie. Et donc, j'étais condamné à 30 jours. Donc, j'arrive au mitard, les premiers jours, je suis sur les nerfs, tout ça, ça se calme au bout de quelques jours. Et à un moment donné, en fait, j'ai tout qui remonte à la surface et je me dis, j'ai 40 ans, je suis condamné à 17 ans et 8 mois. Je me dis, quand je vais sortir, en fait, qu'est-ce qu'il me reste à vivre? En fait, la vie, elle est finie. Et puis, je viens de divorcer, donc un échec de plus. Mes enfants, je ne les vois pas parce que j'en ai un à 200, l'autre à 400 km. Ma mère, elle commence à être âgée. Je me dis, je ne la reverrai même pas libre de son vivant. Et puis la trahison de mon propre frère, de mon propre sang, la trahison de mes pseudo-associés, le fait d'avoir perdu absolument tout l'argent. Ton frère, celui qui t'a balancé, ça? Il m'a pas balancé, c'est compliqué. Il m'a volé un immeuble que j'ai mis à son nom, bref. Ah ouais, tu l'as fait à l'envers. Qui m'a fait replonger à un moment donné. De toute façon, tout le monde se l'a fait à l'envers dans ces milieux-là.
Et donc, à un moment donné, je me dis, ok, allez, t'es un grand garçon, t'as joué, t'as perdu, c'est peut-être le moment d'éteindre l'interrupteur. Et j'ai voulu me suicider. En fait, j'ai écrit à mes enfants, à ma mère. J'ai attendu que le surveillant y passe, qu'il regarde aux œilletons, je l'entends repartir, fermer la grille derrière lui. Et là, je prends mon drap, je le mets au barreau, je me le passe autour du cou. Et au moment de mettre mes pieds dans le vide, en fait, le surveillant, il fait semblant de partir. Il ouvre l'œilleton, il sonne l'alarme et du coup, il m'a sauvé la vie. Mais voilà ce que le mitard provoque. Il faut savoir que le mitard, c'est 10 fois plus de morts qu'en détention. Et en détention, c'est suicides. Ah oui, t'as voulu te suicider, ouais. Et en détention, c'est 6 fois plus qu'à l'extérieur. Ah oui, donc c'est vraiment un endroit où la détresse, elle est... Justement, là, parlons des violences des prisons, parce qu'on parlait en off des films sur les prisons, qui peuvent... Est-ce que tu trouves que ça représente bien, quand on parle de Zonzon, un film qui, je crois que c'était genre... Alors, je ne sais plus le réalisateur, mais il y avait Jamel qui jouait dedans, 99, Le Prophète, le prophète avec Tahrim. Il y a pas mal de films quand même qui sont on assez voit les clans. Ça existe, bien sûr, ça existe... Et puis de la violence, au moment où il se prend une cuillère dans l'œil, et ça c'est horrible. Alors de la violence, il y en a, souvent à cause des histoires de cannabis, à cause des histoires de dettes, à cause des histoires aussi qui traînent de l'extérieur. Parce que maintenant, comme tout le monde est connecté avec l'extérieur, c'est « ouais, celui-là c'est un enculé, il faut absolument que vous me le saigniez et tout ». Donc il y en a qui passent des ordres aux gamins qui sont en prison. Et il y a beaucoup de choses qui se règlent en prison. Et c'est vrai que quand il y a une grosse bagarre en promenade, les surveillants n'ont pas le droit d'intervenir pour ne pas mettre en danger la sécurité de l'établissement. Et du coup, il y a des morts, bien sûr. Ouais, ça c'est... ouais, tu le disais, donc un petit jeune qui s'était fait violer toute une nuit. Oh là là, ça c'était en 93, j'étais à la santé. Ah, c'est vieux ça, ouais. Ouais, c'est très vieux, mais ça m'a marqué, la preuve. On avait une cellule en face de la nôtre. Le soir, on entend une espèce de bagarre là-dedans. Bon, c'est une bagarre, voilà. Et le lendemain matin, quand on sort pour la promenade, on voit que cette cellule est ouverte. Et on demande au surveillant qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a plus personne. Et en fait, il nous explique, dans la cellule, il y avait un gars qui était là pour viol. Il était séropositif, il avait l'hépatite B. Il y en avait un deuxième qui était là pour une affaire criminelle aussi, qui avait une hépatite C. Et ils avaient un gamin, un très jeune gamin de 22 ans avec eux, qui avait pris 6 mois pour une histoire de faux papiers, je ne sais pas. Oui, donc c'était même pas un truc fou. Non, vraiment, c'était vraiment un gamin, quoi. Et en fait, les mecs, ils avaient cumulé des petites fioles, en fait, qu'on nous donne avec les cachets. Ils en avaient cumulé, enfin, gardé plusieurs. Puis un soir, ils disent, ouais, vas-y, on va se fumer quelques joints. Puis ils lui ont fait boire ces médicaments. Et après, ils l'ont violé toute la nuit. C'était... Et est-ce que, alors justement, c'était horrible, il est décédé Non, ils ont tous été transférés dans différents établissements. Après, j'ai pas... Est-ce que justement le viol, c'est... Alors oui, c'est horrible, mais est-ce que c'est forcément faut être homosexuel pour faire des viols, ou il y a beaucoup de prisonniers hétéros qui deviennent dingues et qui vont violer des hommes Non, ça c'est dans les contes de fées. Enfin, personnellement, en 22 années de prison, j'ai entendu seulement 2 viols dans toutes mes détentions. Oui, mais quand même, est-ce que c'est des homos qui font ça, ou c'est... Là, en l'occurrence, il y avait quand même un mec qui était là déjà pour une affaire de viol, donc je pense qu'il avait déjà une déviance. Ouais. Est-ce qu'il était homosexuel ou pas? J'en sais absolument rien. Et la deuxième affaire que j'avais su quand j'étais en centrale, c'était quelqu'un qui était bisexuel, donc qui avait déjà des tendances. D'accord, ouais, donc il y avait un peu de tendance. Ouais. Voilà. Mais sinon, non, aujourd'hui, on a des parloirs, on a des UV, celui qui veut vraiment... Et dans les douches, il n'y a pas de problème plus que ça? Non, c'est des conneries, ça. Ça a peut-être existé, mais il y a 1 million d'années. Mais... On en voit des choses, même des meurtres. Là, je vois, alors je sais plus le nom de la série, mais Gérard Depardieu qui se fait saigner. Ouais. On voit, je sais plus quelle série c'était, c'est sorti il n'y a pas si longtemps, 2 ans, je crois. Ouais, on voit Gérard Depardieu se prendre un coup de couteau et on le voit vraiment à poil, parce que Depardieu n'est pas public. C'est pour la télé. Ah, c'était un téléfilm sur TF1 et on le voit se faire saigner parce qu'il est ordre, c'est par quelqu'un qui avait ordonné de faire ça, quoi, donc dans les douches. Bien sûr. Des bagarres en promenade, des couteaux, oui, bien sûr, on en a vu. Des gens qui se sont fait tuer avec un coup de couteau, bien sûr qu'il y en a eu plusieurs. Parce qu'on peut tous faire rentrer, en prison, soit par des projections, soit maintenant avec les drones, soit par des surveillants. Donc oui, il y a des armes artisanales aussi en prison. Donc des fois, effectivement, il y a des bagarres qui dégénèrent et qui vont très loin. Ouais, donc c'est... ça peut... Bon, de toute façon, le mieux, c'est de pas y aller, évidemment. Très clairement. C'est une phrrise un peu bateau que je dis, mais bon, ça peut rester un danger. Bien sûr. Ouais, donc tu disais, tu as eu celui-là, plus une autre personne qui s'est fait tuer cette fois-ci. J'ai vu beaucoup de gens il y a eu des morts, j'ai eu beaucoup de suicides aussi. Et le deuxième mec qu'on avait vu, qui avait violé, c'était en centrale. Il avait été transféré en transfert disciplinaire pour avoir fait les mêmes faits. Et là, on lui reprochait d'avoir violé 5 mecs dans la prison, 5 jeunes. 4 qui ont dit qu'ils étaient consentants, un qui a toujours dit qu'il n'était pas consentant. Voilà. Mais il avait déjà été transféré pour les mêmes faits. Et là, évidemment, il a encore reproduit. Et il y a un gars qui disait, ouais, faut pas qu'il me soit dans ma cellule, sinon il va me charcler. Ah, ça, oh là oui, là. Voilà. Ouais. Ça, en fait, c'est un gamin, le petit Mehdi.
qui était dans une cellule avec quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques. Et à plusieurs reprises, il a dit qu'il se sentait en danger, qu'il se sentait menacé. Il a demandé à changer de cellule. Il a écrit à de très nombreuses reprises et rien s'est fait. Et au bout de quelques jours, en fait, il y a un soir où il commence à hurler dans la cellule. Tout le monde entend qu'il y a énormément de bruit. Il crie, les mecs, il est en train de me charcler, il est en train de me charcler. Charcler, c'est... Charcler, il est en train de se faire abîmer, quoi. Et tous les mecs ont commencé à taper aux portes, aux fenêtres. Il y avait le Mirador juste en face. Ils ont mis 1 heure pour intervenir. Et en fait, quand le surveillant a ouvert la cellule... Le Mirador, en fait, c'est la tour de guet, quoi, où il y a le surveillant dedans, où il surveille les extérieurs. Et en fait, ils n'ont pas les clés la nuit. C'est toujours quelqu'un de service qui a les clés. Donc, il doit venir avec les clés. Donc, le premier surveillant ouvre la porte et il la referme tout de suite. Il dit c'est un bain de sang. Et en fait, le pauvre gamin, il s'était fait couper les sourcils, les cils, la bouche. Il avait pris des coups de fourchette, il avait pris des coups de couteau. Le mec avait éclaté sa tête par terre. Quand les surveillants ils sont arrivés, quand l'ambulance est arrivée, il était encore vivant. Ils n'ont pas pu le sauver. Comment ça se fait qu'il a fait ça Il avait des problèmes psychiatriques. Ouais, donc c'est aussi ça important de signaler, c'est que tout le monde est mélangé avec tout le monde. Hein. Tout le monde est mélangé avec tout le monde. Ouais, mais il y a quand même des prisons on va dire, de pédophiles, juste de pédophiles. En fait, les pédophiles aujourd'hui, on les met un petit peu à part pour éviter qu'ils se fassent tabasser, parce qu'il y a eu beaucoup de tabassage à l'époque. Donc maintenant, ils sont vraiment dans des sections un petit peu séparées, plus pour les protéger qu'autre chose. Et puis après, quand on part en centrale ou quand on part en centre de détention, il y a des établissements spécifiques pour les affaires de mœurs et pour les autres. Ouais. Donc il y a une vraie séparation. Ce qui n'est pas normal, en fait, c'est qu'aujourd'hui, dans les prisons, on a à peu près 25% de gens qui ont des problèmes psychiatriques, qui ne sont pas traités, qui ne devraient évidemment pas être mélangés. Donc ça crée des drames. Et puis après, voilà, puis il y a des gens qui sont faibles aussi. Aujourd'hui, tout le monde est mélangé. Ouais, donc ça donne pas envie de ça. Mais d'ailleurs, on peut quand même gagner de l'argent en prison. Hein. Tu peux travailler, travailler. Pour la prison ? Oui, on peut travailler pour la prison, mais après, il faut savoir que, par exemple, dans un établissement comme une maison d'arrêt prévue pour 300 personnes, il y a généralement une centaine de places pour travailler. Donc, il y en a 200 qui seront en liste d'attente. Ah oui. Mais avec la surpopulation, comme on est quasiment à 200% dans toutes les maisons d'arrêt aujourd'hui, ça veut dire qu'au lieu d'être 300, ils vont être 600. Mais le nombre de places pour le travail, il n'y en a quand même que 100. Donc, ça veut dire qu'il y en a 500 qui sont en attente, quoi. Donc malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est la même chose pour n'importe quelle activité. Pour aller au sport, pour aller à la bibliothèque, il y a des listes d'attente. Ah oui, ouais. Tout le monde ne peut pas aller au sport. Tout le monde ne peut pas y aller. Donc souvent, vous arrivez en maison d'arrêt, vous allez attendre presque 1 an avant de pouvoir commencer à accéder à un endroit ou à un autre. Et tu as des profs aussi qui viennent faire des ateliers Oui, ils viennent faire des ateliers, donner des cours aussi. Mais c'est pareil, quand il y a un prof, il a une salle, il a 10 places dedans. Sur 500 ou 600 détenus. Et puis il y a aussi la justice restauratrice, où il y a beaucoup de retard, en fait, parce que c'est vraiment quelque chose de super, la justice restaurative. Mais il y a beaucoup de retard parce que c'est des mois et des mois et des mois de travail, donc qui mobilisent quand même pas mal de personnel. Et généralement, sur l'intervention, il va y avoir peut-être 4 victimes et 4 auteurs. Donc finalement, beaucoup de mobilisation, beaucoup de coûts, de temps, pour très peu de personnes concernées. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu du mal à prendre. Et ce qu'il y a aussi, c'est que la parce que beaucoup de prisonniers n'acceptent pas aussi de... En fait, la justice restaurative, elle touche pas tout le monde. C'est les affaires conjugales, les affaires de mœurs, les affaires de violence physique. C'est tout. En matière de stupéfiants, en matière de braquage, en matière de terrorisme. Il n'y en a pas pour l'instant, en tout cas, en France. C'est ça, c'est qu'on a pu voir un film dessus. Avec qui était extraordinaire. Réalisé par la fille de Miu Miu, dont j'ai oublié le nom. Je n'oublierai jamais vos visages. Ouais, je n'oublierai jamais vos visages, avec Adèle Exarchopoulos, avec Jean-Pierre Daroussin, qui joue lui le rôle d'un... Elodie Boucher, qui joue le rôle d'animateur bénévole pour ça. C'est un film extraordinaire. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a même Gilles Lelouch aussi. Mais du coup, c'est-à-dire qu'on voit les gens se rencontrer. Ce ne sont pas les gens qui se sont vraiment vécus. Au début, moi, j'avais cru que c'était ça. Que tu rencontrais genre ton meurtrier et tout. Et en fait, non, c'est quelqu'un qui équivaut. Ce qui est peut-être mieux finalement, parce que sinon, je sais pas. Après, Ouais, parce qu'on ne se sent pas responsable. Mais voilà, et ça met du temps. Ils mettent du temps à réaliser, à expliquer. Vous avez détruit nos vies, mais nous, il dit un truc, il y a un des prisonniers qui dit nous, on s'en fout de vous, clairement. Nous, ce qu'on veut, c'est braquer. Et on veut sortir le plus vite possible. On ne regarde même pas les gens qui sont autour. Et voilà. Donc, après, c'est mal aussi, évidemment. Mais le fait de leur dire nous, on ne veut pas vous faire du mal à vous, on veut juste l'argent qui est dans. Ça aide. Même si ça ne répare rien, je pense, ça peut aider certaines victimes à avancer, quoi. Bien sûr.
Juste et à ne ça. plus avoir peur et peut-être à se réparer un peu plus facilement. En tout cas, voilà. Yannick, on va devoir s'arrêter là. Hein. C'est passionnant. Tu as plein de choses à raconter. Et tout ça, le reste, justement, ça c'est le début. Le reste, c'est dans ton livre. Yannick Deslandes, Au-delà les murs, 22 ans de prison et la lumière aux éditions Ballant. Voilà, je vous montre ça. C'était un plaisir de te recevoir, Yannick. C'était un plaisir aussi de venir. Merci beaucoup. Des bisous chez vous. Ciao, ciao. Au revoir.